Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense que là, on est en direct. Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 8e Coffee Talk du Club d'1 minute 30 Casablanca. Donc, comme vous le savez, ce club a été créé par l'agence 1 minute 30 qui est spécialiste de l'inbound marketing à 360 degrés et du account-based marketing. Ce club est destiné aux directeurs marketing, communication et digital, aux brand managers, aux product managers. Et il a pour mission justement d'éclairer les cadres du marketing et de la communication sur des thèmes d'actualité et d'enrichir le débat entre professionnels. Aujourd'hui, le thème que nous avons souhaité aborder avec vous, c'est une des cultures de l'inbound marketing à 360 degrés tel qu'on l'a défini et qui est l'obsession client. Donc aujourd'hui, on vous recommande vraiment fortement d'être obsédé par vos clients dans le sens positif pour les rendre fidèles à vos marques, à votre entreprise, à vos services. Durant ce live, nous allons adresser quelques questions. Donc, pourquoi l'obsession client? Pourquoi est-ce que nous avons choisi de vous parler de ce sujet-là? Comment créer des personas qui sont au cœur de la stratégie de contenu? Et comment mettre en place une stratégie de contenu personnalisée? Et puis enfin, on va un petit peu vous parler des tendances des médias digitaux, notamment sur les secteurs qui s'adressent au B2C. Bon, je dirais juste un mot, c'est que, vous voyez, il y a écrit obsession client, justement parce qu'on n'est pas souvent dans le domaine du digital. Beaucoup d'entreprises ont trop tendance, même si c'est un peu normal, et même de regarder, comme on dit, le nombril, c'est-à-dire ils mettent en avant d'abord leur offre, ils mettent leurs produits, leur plus-value. Or, en fait, ce qui intéresse l'internaute, c'est quand il est client, il intéresse ses désirs à lui et ses besoins. Donc, il serait judicieux et pertinent, que ça soit sur un site, que ça soit dans des articles, que ça soit dans des posts, de parler d'abord des enjeux et des besoins des clients avant d'en arriver à votre offre produit. D'où le terme obsession client. Et donc, pour continuer sur ce que tu dis, aujourd'hui, toutes les entreprises, comme vous le voyez, en fait, elles font face à une concurrence qui est exacerbée. Tout le monde essaie de gagner quelque part de marché, là, comme vous voyez sur le visuel. Tout le monde a envie d'avoir une notoriété top of mind, enfin, quel que soit le secteur d'activité sur lequel on est, qu'il soit B2C ou B2B. Et donc, voilà, il y a une concurrence qui est très forte sur toutes les industries, tous les secteurs. À côté de ça, le digital a créé en fait une nouvelle ère qui est ce qu'on appelle l'ère de l'économie collaborative et du partage. Et comme cela a été prédit il y a quelques décennies déjà par l'essayiste Jeremy Rifkin que vous connaissez, il avait prédit que l'avenir reposerait justement sur des plateformes qui sont collaboratives, sur les objets connectés et sur les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Le digital prend énormément de place dans notre vie. Il permet en fait d'améliorer nos expériences clients, les expériences de nos clients, etc. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les marques doivent justement doivent faire passer l'expérience client, si vous voulez, avant la marque et avant le produit roi. Parce que justement, il y a trop de concurrence et il y a ce digital qui fait que le client est informé de tout. Alors, quand on parle d'économie collaborative, vous savez ce que c'est un petit peu c'est tous ces business models qui sont nouveaux, qui disruptent les business models classiques, les entreprises classiques. C'est du Uber qui va disrupter le marché des classiques des taxis ou du transport collectif, le Blablacar pour le covoiturage. Donc là, on est en fait sur des business models étrangers qui viennent faire aussi de la concurrence à des entreprises et des marques qui sont déjà établies et à des secteurs d'activité établis. Alors, quand il s'agit du Maroc, eh bien, on est dans la même tendance. Quand vous regardez les plateformes comme Jumia, vous regardez les applications comme Hitch pour le transport,
le Glovo pour les livraisons, etc. Donc, on est vraiment en plein dedans. Donc, que ce soit dans des marchés qui sont mûrs ou des marchés qui sont en phase, enfin, qui se développent, on est vraiment aussi dans cet esprit-là. Et donc, pour le Et là, bon, pour, continuer, effectivement, vous savez, comme on l'a vu avec, Jian, c'est qu'avant les 4 P, c'était, le début, l'alpha et l'oméga de tous les étudiants de marketing et ensuite de tous les dirigeants marketing. Et bien, progressivement, à cause d'ailleurs du digital ou grâce au digital, on est arrivé au save, c'est-à-dire que le produit est devenu en fait la recherche d'une solution. La place qui était la distribution habituelle avec effectivement un certain nombre de magasins, etc. Eh ben aujourd'hui, c'est l'accès parce que vous pouvez acheter sur Internet, vous pouvez aller dans des drives, vous pouvez aller dans différents endroits pour rechercher votre produit. Là, le price est devenu en fait la recherche de la valeur au-delà du prix, et puis la promotion ou la communication participe aujourd'hui de l'éducation, je dirais, de tout ce que vous voyez par exemple sur le net, de tous les tutoriels qui permet de s'informer, d'apprendre et ainsi de devenir, comme l'a dit Jian, aussi performant que le vendeur. C'est-à-dire que le dialogue n'est plus en sens unique, il y a un dialogue entre le vendeur et le consommateur. Absolument. Et donc, encore une fois, et donc le client devient en fait co-acteur des marques aujourd'hui. Exactement. Il n'est plus simplement une cible qu'on va adresser de la même manière, quels que soient les segments sur lesquels on positionne notre proposition de valeur. Et donc, pour le coup, les marques, en fait, justement, pour améliorer cette expérience client, en fait, elles doivent avoir, on lui recommande souvent d'avoir, selon son secteur d'activité, d'avoir une présence omnicanale. Donc, l'idée, c'est d'être en fait présent dans tous les points de contact avec le client, avec la cible. Donc, on est présent sur le parcours digital, qu'on appelle nous digital, donc physique et à la fois digital, pour une optimisation de l'expérience. Là, vous avez le cas de la marque. Bon, il y a une marque qui est très connue, qui est une marque de café américain, que tout le monde, tous les jeunes achètent, que tous les étudiants, les cadres, etc. consomment. Là, cette marque-là, au-delà du fait que c'est une marque qui est quand même assez, enfin, qui a sa notoriété, qui a son image et tout, elle a aussi également cherché à améliorer son expérience client en créant une application de click and collect. C'est-à-dire que voilà, moi, client, je vais commander en fait mon café, je vais arriver à un point de vente, je le trouverai déjà prêt, je vais le récupérer. En le récupérant, je vais gagner des points qui vont me permettre en fait de venir gagner, enfin de gagner quelques boissons par la suite. Et donc la marque, en améliorant mon expérience client, elle me fidélise aussi. Donc vous voyez, en fait, le bénéfice, il est vraiment conséquent et le retour sur investissement de ce type de marketing qui est obsédé client est vraiment très intéressant pour les entreprises. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous vous parlons d'obsession client. Alors, comment créer des personas, justement? C'est-à-dire comment créer, je dirais, votre cible idéale? Alors, le persona, en fait, c'est quoi? C'est le profil du client idéal. Donc, chaque marque, chaque entreprise a des cibles. Elle s'adresse à un marché cible. Que ce soit sur des gammes de produits, sur des services, elle a des cibles qui sont bien définies. Le persona, c'est qui? C'est vraiment le profil du client idéal que vous avez. C'est le client qui va vous acheter et qui va qui va acheter, qui va réacheter et qui va en plus vous recommander, qui va être fidèle à votre marque. Donc ça, en fait, la définition de ce type de profil, de ce qu'on appelle le persona, ça a un rôle qui est vraiment très déterminant dans l'élaboration de la stratégie marketing. Parce que ça permet justement de vraiment bien préciser le profil de ces gens-là, que ce soit, enfin de ces personas-là, de ces clients idéaux, que ce soit au niveau des caractéristiques biographiques, démographiques, critères psychologiques, motivation, quels sont les objectifs de vos clients idéaux. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, c'est un rôle qui est vraiment déterminant dans la création de contenu de votre stratégie d'inbound marketing ou dans votre stratégie de contenu. Alors, pourquoi est-ce qu'on recommande de travailler les personas? Parce que ça permet de prioriser les investissements marketing pour augmenter le retour sur investissement de vos budgets de marketing. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance des clients et pour faire en fait ce travail de persona,
alors ça peut se faire en brainstorming, ça peut se faire par des entretiens, etc. Ça permet de personnaliser le contenu et ça permet de créer une relation qui est significative avec la cible et de l'entretenir sur du long terme. Alors pourquoi on insiste sur le travail des personas? Parce que la communication telle qu'on la faisait par le passé, envoyer le même message à tout le monde, ça ne marche plus. Dire qu'aujourd'hui, le cerveau, enfin, il y a tellement on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de propositions de valeur sur le marché que pour arriver en top of mind, il va falloir personnaliser la communication en fonction du profil du client. Voilà. Alors effectivement, comme l'a dit Giane, ce qui est intéressant, ce n'est plus simplement de dénommer, ces personas selon des aspects quantitatifs, le revenu, le statut social, le statut professionnel, l'habitation. Non, il faut aller beaucoup plus loin et comme vous le voyez ici, on vous suggère de définir 5 types, d'analyse depuis effectivement comment dirais-je? Le parcours digital, du persona, ses, points forts, surtout ses points de douleur, pourquoi il n'achèterait pas chez vous? Et donc il faut analyser ces différents éléments rationnels et émotionnels pour bien définir les désirs et les besoins de votre cible, de votre, je dirais, typologie de cible. Et à droite, vous avez par exemple une fiche de persona où on met l'accent sur ce qu'est la personne, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas. Et c'est ainsi que vous allez définir une offre qui va correspondre à la personnalité de votre cible. C'est-à-dire que plus aujourd'hui on va je dirais dans le futur proche, eh bien, il faut se dire que ce n'est plus le client potentiel qui s'adapte à l'offre, mais c'est l'offre qui doit s'adapter au client potentiel. Et vous pouvez même avoir, ce qui se fait dans beaucoup d'ailleurs de magasins de retail ou d'autres, c'est toujours des éléments accessoires qui va, je dirais, correspondre à la personnalité du client. Et cette démarche qui fait que l'offre s'adapte à la personnalité du client est quelque chose de très nouveau parce que vous ne vendez plus un produit standard. Absolument. Alors, nous avons fait avec Giane des études pour justement créer des typologies particulières. Et voyez, par exemple, Dorman, c'est une société de recouvrement de créances. Et au lieu simplement de s'adresser de manière unilatérale ou d'une manière univoque aux cibles, eh bien pour Dorman, nous avons défini des typologies de cibles, comme vous voyez. Alors, par exemple, il y a ceux qui ont reçu une information de par Dorman mais n'y ont jamais répondu. Il y a ceux qui ne répondent jamais. Et alors, on leur a donné des pseudos pour justement avoir dans la tête des typologies là d'écriture, de storytelling qui correspondent à la personnalité de chacune des cibles. Et par exemple, vous voyez, moi je sais que je me rappelle, on a créé des lignes, on verra tout à l'heure, des emailing pour les endormis, c'est-à-dire des gens qui ont oublié de répondre ou qui n'ont plus été en contact avec la société Dorman. Et vous verrez qu'à chaque type de cible correspond un type d'emailing. Absolument. C'est une personnalisation du message en fonction du persona. Alors, comment mettre en œuvre, troisième étape, la mise en œuvre de la stratégie de contenu personnalisé. Alors, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Bon, c'est très bien qu'une stratégie de contenu, elle doit répondre à un certain nombre d'objectifs. On ne crée pas du contenu juste pour le créer. On le crée pour atteindre un objectif. Donc, il y a soit les objectifs quali ou il y a les objectifs quanti. Alors, sur le quali, naturellement, on a des objectifs de notoriété pour pousser la marque pour qu'elle soit en top of mind chez les clients. Et puis, il y a les objectifs d'image. Comment faire en sorte que les clients, que ma communauté de clients ait une image positive de ma marque. Et on sait très bien que l'image, c'est quelque chose qui se travaille sur la durée et qui doit s'entretenir de manière très régulière. Sur les objectifs quantitatifs, c'est le reach, c'est l'audience qualifiée que je vais toucher sur l'écosystème digital, donc mon site web, les différentes pages de réseaux sociaux sur lesquelles je suis, c'est à travers le référencement naturel sur Google ou le référencement ou le SIA, ce qu'on appelle le SIA, l'achat de mots-clés. Ensuite, le deuxième objectif quanti, c'est le taux d'engagement.
C'est-à-dire les interactions que mes clients vont avoir, ou ma cible ou ma communauté va avoir avec les contenus que je vais préparer, qui vont être personnalisés. C'est les commentaires, les likes, les partages, etc. Et puis surtout, et enfin, un contenu n'a de sens que s'il permet de générer des leads, et des leads qui sont qualifiés. Donc en fait, pour pouvoir convertir justement ces leads qualifiés, il va falloir mettre en place des call to action, que ce soit sur le site, sur les landing pages, sur les applications, ou bien sur les pages de réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on a défini naturellement les objectifs de la stratégie de contenu, eh bien, il y a un autre point qui est très important qu'il va falloir prendre en considération pour élaborer son contenu personnalisé, qui est le funnel de conversion. Alors pour le funnel de conversion, le mot funnel est un mot anglais qui justement veut dire à la limite tunnel, mais on a justement innové avec JN parce que d'habitude, on dit qu'il faut évidemment suivre le parcours du client, lui proposer un certain nombre d'appâts, d'où quand on dit content is king, il faut effectivement adapter des articles, adapter de la vidéo, adapter des lignes graphiques spécifiques selon que l'on se trouve dans le tofu, c'est top of the funnel, le MOFU, middle of the funnel, le BOFU, qui est le bottom of the funnel, ou le LOFU, qui est loyalty, c'est-à-dire la fidélité of the funnel. Et vous voyez qu'à chaque étape, eh bien, il faut trouver l'appât, donc le contenu qui s'adapte au parcours client, c'est-à-dire le TOFU, c'est la découverte du produit, le MOFU, c'est la considération, comme c'est écrit, le BOFU, c'est là où l'internaute va prendre sa décision, et in fine, quand il l'a acheté, il faut le garder et le fidéliser. Et donc, durant tout ce parcours, vous avez des contenus spécifiques qui s'adressent à chaque étape du funnel. Exactement. Chaque étape et puis chaque persona, chaque type de persona qu'on a vu précédemment. Alors, sur les contenus, selon le parcours client, il y a différents types de contenus selon les étapes. C'est ça. Donc, il y a tous ces appâts. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, c'est à vous de définir. Vous voyez, là, vous avez une liste d'appâts. Eh bien, je vous encourage à avoir une réunion, par exemple, trimestrielle pour définir vos appâts qui vont constituer le nerf je dirais, de l'acquisition de nouvelles données, le nerf de la communication, le nerf je dirais, de l'intérêt que peuvent porter les internautes à votre société, et ça devient une véritable stratégie. Je pourrais même mettre, au lieu qu'on dise stratégie de contenu personnalisé, on pourrait dire stratégie d'appât personnalisé. Absolument. Et cette stratégie justement d'appât personnalisé, ça va aussi avec les campagnes, toutes les campagnes go-to-market que vous faites sur le lancement d'un produit, même la communication corporate dans des événements clés de la vie de l'entreprise aussi. Donc, c'est des choses, c'est des appâts que vous pourrez envisager pour animer votre territoire de marque, on va dire. Alors, sur les stratégies de contenu personnalisé, ce qu'il faut savoir, c'est que ce contenu doit répondre naturellement à la fois aux besoins et aux désirs des personas qu'on a vus précédemment, mais il doit également s'inspirer du positionnement de la marque. C'est-à-dire, moi, marque, par exemple, là, je suis sur une marque de B2C qui est cosmétique. Cette marque a une philosophie qui est celle du care. C'est-à-dire, je m'intéresse à mes clients, je veux leur donner du conseil, ils ont une peau sèche, je veux leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils ont de l'acné, je veux les conseiller grâce à des conseils avisés de praticiens, de médecins, etc. Donc là, je mets un contenu qui est éducatif et qui répond au positionnement de la marque. Et en même temps, ce contenu-là, en fait, il répond vraiment aux besoins des clients. Enfin, tous les clients, adolescents, jeunes, moins jeunes, etc., qui ont des problématiques cosmétologiques, pardon, eh ben, c'est un contenu qui les intéresse parce que voilà, ils vont avoir un petit point de douleur, ils vont avoir un contenu qui parle à ce point de douleur-là, ça va les attirer. Alors là, par exemple, en B2C, quand on dit un contenu personnalisé, c'est un budget très amusant. Ce sont des déguisements pour enfants de 4 à 8 ans, mais le prix du déguisement, c'est là où le positionnement a joué tout son rôle. Le prix d'un déguisement par cette marque est minimum 1 500 €. Alors tout le monde ne dépense pas 1 500 € pour déguiser son enfant de 4 ans lors d'une fête ou d'un anniversaire.
comment arriver à séduire une population riche, bien sûr, très aisée, en essayant de séduire la mère pour qu'elle achète ce déguisement. Alors vous voyez, enfin vous ne voyez pas, parce que nous avons travaillé beaucoup sur le positionnement pour arriver à ce contenu personnalisé. C'est-à-dire que je me suis dit que si cet habit coûte 1500 €, eh bien on ne peut pas parler de déguisement. Parce qu'un déguisement, dans la tête, vous voyez, c'est un positionnement beaucoup plus low cost. Donc, on a travaillé justement le positionnement et comme vous voyez, la signature qui a été trouvée, choisissez la perfection, eh bien, c'est quelque chose qui incite à parler de collection. Donc, on a assimilé, on a associé les habits donc de cette marque, non pas à des déguisements, mais à des collections haute couture. Et ça a marché. C'est-à-dire que alors évidemment, on a aussi associé des influenceurs, des mannequins, des acteurs, des actrices très connus, mais le positionnement faisait en sorte qu'on ne parlait plus jamais de déguisement, mais de collection haute couture. Et là, par exemple, le texte, nous avons écrit un texte en disant au Café Pouchkine à Moscou, une jeune princesse s'affiche. Donc évidemment, c'est pour séduire des clients français et les inciter à acheter ce type de collection. Et en fait, quand on lit le texte, on l'a fait exprès, on pense que la jeune fille se trouve au Café Pouchkine parce qu'elle a le style, le ton, l'esprit de cet habit, mais en fait, à la fin, on dit ah non, 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 elle n'est pas au Café Pouchkine, mais elle a l'habit qui lui permet de rêver d'être la princesse au Café Pouchkine. Donc vous voyez que le texte, le positionnement de la marque ont permis de créer justement un contenu très personnalisé à la marque et très différencié. Bon. Là, pour revenir à Dorman qui a été Alors cité. pour Dorman, là aussi, vous avez, si vous vous souvenez, il y a eu une des slides qui montrait les pseudos, c'est-à-dire les différents types je dirais, de cibles, les typologies. Et parmi les typologies exprès, nous vous avons parlé des endormis. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'on a proposé à notre client que pour chaque typologie de cible, pour chaque cible, il conviendrait d'écrire un contenu qui corresponde à la typologie de ces pseudos. Et là, vous voyez que nous avons écrit un emailing qui correspondait à la typologie des endormis. Et il y a été écrit 4 raisons pour redécouvrir le cabinet Dorman. Et vous voyez même qu'il y a des ZZZ, là, comme la personne est endormie, quand on a présenté le sujet. Et donc, pour chaque cible, pour chaque typologie, il y avait un emailing spécifique. Voilà. Donc voilà, pour résumer, donc on vous a parlé un petit peu de l'obsession client, nous avons abordé les personas et on vous a exprimé pourquoi est-ce que c'est vraiment extrêmement important de travailler le profil de vos personas et pourquoi est-ce qu'il faut envisager et travailler sur du contenu qui est personnalisé. Donc c'est vraiment pour avoir un retour sur investissement qui est vraiment plus important de vos budgets marketing. Alors maintenant, nous allons aborder la question des tendances des médias digitaux. Bonsoir à tous. Bonsoir Gabriel, bonsoir Jeanne. Bonsoir, Anas. Bon, là, je suis là pour parler de tout ce qui est tendance des médias digitaux. Comme elle a dit Jeanne, en fait, comme vous savez, il y a TikTok maintenant qui monte en puissance dans l'univers du marketing digital. Et les utilisateurs passent en moyenne 52 minutes par jour sur l'application, ce qui est énorme. Il y a aussi que l'évolution du Google Ads, que maintenant il prend beaucoup plus de place que Facebook, dans le sens où Google, on peut vraiment cibler la niche qu'on veut, que ça soit sur les sites, sur YouTube et sur Google en général, sur la plateforme Google. Et il y a aussi le marketing d'influence qui monte encore plus en puissance avec le B2C, dans le sens où maintenant, un influenceur, une fois qu'on connaît sa niche et ce qu'il fait, on peut le cibler directement pour que ça soit beaucoup plus efficace pour le client et que l'achat, en fait, est beaucoup plus important. Et en quatrième position, il y a les vidéos courtes, de moins d'1 minute,
comme sur les Reels en fait qu'il y a sur Instagram et TikTok qui se consomment énormément et qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent ça et que vous pouvez passer des heures à regarder ça sans vous en rendre compte, quoi. Ouais, effectivement. Je pense que c'est pareil. Enfin, sur le B2C, c'est la même chose, que ce soit au Maroc ou en France, Gabriel. Absolument. Moi, je dirais que l'intervention d'Anas sur TikTok est tout à fait pertinente parce qu'il y a vraiment en France une sorte d'envolée, j'allais presque dire une envolée lyrique, sur TikTok. C'est pour les jeunes, enfin, je dirais entre 18 et 30 ans, vraiment un outil aujourd'hui très, très reconnu. Voilà. Ouais. Donc voilà, comme j'avais dit, en fait, TikTok montre en puissance. Les utilisateurs passent 52 minutes par jour, comme je l'avais dit. C'est ça. 41% des utilisateurs TikTok sont âgés entre 16 et 24 ans. TikTok est disponible dans 155 pays et dans 75 langues, ce qui est pas mal. 90% des utilisateurs TikTok se connectent chaque jour sur l'application, ce Oh qui là. est énorme. Eh oui. Ils ont un trafic qui est bien et qu'on peut en fait targeter et mettre de la pub dedans. Et en 2021, en fait, 167 millions de vues par minute sur TikTok, ce qui est bien pour une application qui est nouvelle, on va dire. Exactement. Et je pense que TikTok, en fait, enfin, c'est pour les marques. Enfin, on a mis vraiment en clair le B2C parce que ça, le TikTok, les influenceurs, etc., ce sont aujourd'hui des leviers qui marchent très bien pour toutes les marques qui s'adressent en fait au B2C. Et Exactement. il y a de la place, elles peuvent monter rapidement, l'algorithme permet d'être référencé rapidement et avec un effort d'influence, c'est très bien. Puis il y a des influenceurs qui font un super travail en termes de création aussi de contenu. Donc, c'est des tendances qui marchent super bien pour le B2C. Puis voilà pour moi. À côté, naturellement, de tout le contenu personnalisé dont on a parlé tout à l'heure. Donc, qui est extrêmement important justement pour pouvoir avoir des retours sur investissement qui sont beaucoup plus importants sur les budgets. Donc, pour le rappeler, l'inbound marketing, où est-ce qu'on nous on se situe au niveau d'une minute 30 Casablanca, l'obsession client, c'est une vraiment des 5 cultures de l'inbound marketing. Une des 5 cultures qui est vraiment importante. Donc, mis à part en fait, la différenciation qui est également aussi très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est marque, on veut lancer un nouveau produit, on a une stratégie de go-to-market pour un produit, il va falloir qu'on ait une différenciation par rapport aux concurrents, il va falloir qu'on travaille l'obsession client, donc connaître les clients avec leur profil psychologique, comportemental et émotionnel. On va mettre en place la troisième culture, c'est la stratégie de contenu qui va être personnalisée en fonction des cibles que nous avons, mais en même temps dans l'esprit du positionnement que nous avons adopté pour le produit et pour la marque. Corrige-moi, Gabriel. Ben, c'est très bien, c'est très très bien. Ensuite, on va décliner ça en stratégie digitale. Et puis là, c'est là où on va choisir des leviers, des tactiques marketing comme le TikTok pour le B2C, comme les influenceurs, comme le livre blanc, comme les business cases pour le B2B, etc. Et puis, il y a l'innovation aussi, qui est une 5e culture qui est extrêmement importante. Et là, on parle d'intégration, par exemple, de l'intelligence artificielle dans le parcours client pour améliorer encore une fois l'expérience client qui est extrêmement importante, pour justement avoir des clients qu'on fidélise et qu'on garde, comment on appelle ça en français, j'ai oublié, avoir une durée de vie client qui est vraiment qui est longue, on va dire. Moi, je rajouterais simplement que, effectivement, la 5e culture, l'innovation, participe bien sûr de la différence. C'est-à-dire que le positionnement qui émerge crée les bonnes conditions pour que l'innovation soit pertinente. C'est-à-dire que ce n'est pas une innovation dans n'importe quel domaine. L'innovation doit évidemment s'inscrire dans le positionnement que l'on a imaginé lors de la première culture, qui est la différenciation. Exact. Absolument. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on conçoit les stratégies d'inbound marketing à 360 degrés. C'est des stratégies qui marchent très bien, les chiffres les démontrent, les retours sur investissement sont beaucoup plus intéressants parce que la personnalisation. Et comme vous le savez, en fait, le digital n'a de sens que si on personnalise les messages. On ne peut plus continuer à parler de la même manière, envoyer le même message à toutes les cibles sur les mêmes supports. Ça ne fonctionne pas. C'est le marketing des années 90. Et aujourd'hui, si le digital est là, c'est pour nous permettre, marque, d'optimiser les budgets et d'être sur les points de contact avec les clients, avec le bon message au bon moment, sur le bon média.
Voilà, moi c'est ce que j'aurais à dire. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, les collègues. Non, moi je dirais simplement que je trouve que l'inbound marketing est vraiment la culture, enfin quand je dis la culture, est vraiment la stratégie du succès parce qu'elle rentre totalement, je dirais même dans l'esprit écologique, dans l'esprit environnemental, où on n'est pas intrusif, où on n'abuse pas de la patience d'un client potentiel ou d'un prospect, et on participe de cette idée de partage et de co-création qui est pour moi la voie de l'avenir et fondée sur ces 5 cultures. Absolument. Ce n'est absolument pas intrusif. C'est Voilà, c'est exactement ça. le mot. C'est du marketing qui n'est pas intrusif, c'est du marketing de la permission et c'est du contenu qui a de la valeur pour le client. Et c'est un contenu qui permet justement de nourrir, enfin de travailler la notoriété, l'image de marque et de gagner, quand c'est bien travaillé, quand c'est bien fait, de gagner des parts de marché. Voilà, alors nous, nous avons des manières avec lesquelles, nous avons des méthodologies avec lesquelles nous intervenons avec les clients qu'on accompagne. Donc, c'est une démarche unique avec laquelle nous travaillons, qui est une démarche de co-création, de coproduction et de copilotage. C'est-à-dire que voilà, pour une stratégie de lancement de produit, nous allons faire un audit, nous allons faire un benchmark de concurrence nationale ou internationale en fonction des marchés sur lesquels nous sommes. Nous allons faire de la co-création stratégique, donc positionnement différenciateur, stratégie de persona, stratégie de contenu personnalisé, stratégie digitale, stratégie d'influence, RP, etc. Validation de tous les aspects stratégiques, donc de la stratégie à 360 degrés. Ensuite, on passe à la production de contenu. Donc, c'est la prod et ensuite, c'est le copilotage. Et dans les stratégies, on élabore également les plans médias justement pour pousser les messages quand il va falloir faire de l'outbound sur les bons canaux pour toucher les cibles en fait ou les personas sur les points de contact où ils sont vraiment. Parce que ça ne sert à rien de communiquer sur des canaux où notre audience n'est pas présente. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout pour nous. Et donc, si vous avez des questions, ben, nous serons ravis de pouvoir y répondre. Je ne sais pas si on voit les commentaires. J'ajouterais au niveau du contenu, c'est que dans le domaine des sites et dans le domaine de Google, bien sûr, à vous aussi de vous intéresser à toutes les contraintes, parce que ce sont des contraintes, mais des contraintes utiles, du SEO et du SIA. C'est-à-dire que le contenu doit tenir compte de l'algorithme de Google et des enchères de mots-clés. Et ça, c'est un autre débat, effectivement, que nous faisons pour nos clients, où nous, je dirais, confrontons un discours qui est un article qui traite effectivement du sujet concerné selon le positionnement, mais je dirais, à l'aune des exigences du SEO et du SIA. Ouais. Après, moi, je dirais le volet stratégie, développer la stratégie, c'est extrêmement important parce que souvent, des fois, parfois, il y a des clients qui pensent qu'au contenu. Enfin, moi, typiquement, des fois, les questions que je reçois, c'est oui, c'est quel contenu je vais mettre sur le parcours. C'est pas juste une question de contenu. Ce contenu, il doit être lié à quelque chose. Le contenu, c'est un élément, c'est une partie du puzzle. Je peux faire un super contenu, je vais avoir des vues, oui, mais après, so what? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que je vais. Tu vois ce que je veux. Je sais. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oh, oui. Donc, ça, le contenu seul, ce n'est pas assez. Il faut travailler le positionnement, il faut travailler les personas, il faut personnaliser les contenus, il faut personnaliser les plans médias. Et après la stratégie digitale, ce ne sont que les tactiques marketing qu'on va utiliser. C'est un outil qui est au service d'une stratégie. Le digital, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. C'est cela. Donc là, on décide justement d'activer de mettre les tactiques qu'il faut. Donc, soit on va faire de la landing page, soit on va développer une application e-commerce, soit on va créer un blog, soit on va faire de la newsletter régulière avec un contenu éducatif.
on va faire du marketing automation, on va intégrer de l'IA, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il faut que ça soit pertinent vraiment avec l'univers du produit ou l'univers de la campagne sur laquelle nous allons être. Voilà. Je ne sais pas, Anas, s'il y a des questions, parce que là, on ne voit pas les Non, commentaires. non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Non. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon pour nous. Oui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui est le account-based marketing, alors qui est lui destiné vraiment essentiellement au B2B. Alors, autant l'inbound marketing, on peut y associer le B2C et le B2B, Tout à fait. mais le account-based marketing, c'est vraiment les comptes stratégiques. Et là, ça va vraiment s'adresser à toutes les entreprises qui font du B2B, que ce soit sur des marchés nationaux ou des marchés internationaux ou les deux. D'accord. Voilà, donc merci Gabriel. Merci Jiane, merci Anas, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Voilà. Et merci Myriam pour le petit message qui dit merci pour cette présentation, avec plaisir. Donc on va vous donner rendez-vous une fois par semaine pour ah bah super, on a des gens qui ont participé, qui sont là avec nous. Bah, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, à nous poser des questions, même si ce n'est pas durant ce live-là. Merci Sana, merci Myriam, merci Gabriel, merci Anas. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.